c'est Patate et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Bridgerton. C'est la troisième fois que je la filme, j'en ai marre. Il y a mon fichier qui a été corrompu la deuxième fois et la première fois on comprenait rien. Donc je vais espérer que cette fois-ci ça se passe bien. Si vous ne me connaissez pas, hello, c'est Patate. Je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget, du coup j'essaye. Mais j'adore le maquillage et la beauté en général. Donc j'aime bien en parler et regarder les choses de loin sans avoir besoin de tout acheter et aussi me concentrer sur ce que j'ai. Donc, comme j'ai dit, on va parler de Bridgerton, on va se lancer directement. Si j'ai l'air un peu grise, c'est parce que j'ai de la crème solaire qui est un peu de white cast. Et si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mes notes. Avant de commencer, alors si vous voulez plus d'informations et allez voir vraiment ces vidéos, c'est vraiment très très intéressant. Les vidéos parlent pas d'un seul sujet en général, donc je vais toutes les citer au début. Et après je diviserai ma vidéo par les sujets qui sont importants parce que Bridgerton c'est problématique, sinon c'est pas drôle. Du coup il y a Khadija Mbowe, Costuming Drama et Luke Alexander qui ont fait des vidéos sur tout ce qui est problème de colorism, queerbaiting, violence sexuelle. D'ailleurs, voilà, trigger warning pour violence sexuelle, je le répéterai au moment et je mettrai en timestamp, mais comme ça, voilà, comme ça c'est prévenu. Et il y a Costuming Drama c'est une super vidéo parce que c'est une table ronde avec 7 personnes de différentes ethnicités qui parlent de leur point de vue sur la situation et c'est vraiment plein d'informations super importantes. Et il y a Karolina Zebrowska et Minali qui parlent des costumes, ça c'est un truc que je ne vais pas du tout parler. Sachez juste qu'ils sont pas du tout corrects pour l'époque, à l'époque. D'ailleurs, si vous connaissez pas Bridgerton, je vais commencer parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mon look aujourd'hui est inspiré de 2018 et les palettes avec un pop de bleu ou 2021 et la Naked Wild West de Urban Decay. Bridgerton, si vous ne connaissez pas, c'est une série qui est sortie sur Netflix fin décembre. Et moi, ce qui a fait que j'ai regardé Bridgerton, c'est ces 2 tweets que je vais essayer d'aller retrouver, qui sont la raison pour laquelle je regarde Bridgerton, c'est le scénario. Le scénario, c'est René Jean ou Simon de la série, qui est absurdement beau gosse. Genre, ça, c'est un truc, je peux, voilà, il est très très beau, il faut dire ce qui est, mais il y a, enfin, j'en reparlerai plus tard, il est très beau gosse, mais. Et la deuxième chose, c'était que c'est Gossip Girl, mais en 1830, je pense. During the Regency era, je sais pas si c'est. En français, je dirais l'époque victorienne, mais je pense que l'époque victorienne, c'est un peu plus large que la Regency era. En tout cas, les gens portaient des robes empire, donc les robes qui s'arrêtent juste en dessous de la poitrine et puis qui sont très droites. Et d'où le fait que la scène d'ouverture où on serre un corset n'ait aucun sens parce que les gens ne serraient pas des corsets vu qu'on ne voyait pas leur taille, vu que elles portaient des robes droites. Mais si vous voulez plus d'informations là-dessus, comme j'ai dit, allez voir la vidéo de Minali et Karolina Zebrowska. Et on m'a dit que c'est Gossip Girl. Alors pourquoi est-ce que c'est Gossip Girl à cette époque-là ? Déjà parce que c'est du plot, enfin la majorité du scénario c'est de la romance. Et si vous voulez genre plus que de la romance, vous aurez rien d'autre. Genre il y a un personnage qui est Héloïse qui fait autre chose, mais c'est tout. Et pourquoi est-ce que c'est Gossip Girl ? Parce que il y a une personne qui s'appelle Lady Whistledown qui dépose ou qui vend des journaux avec un peu le gossip de ce qui se passe et son avis là-dessus. Mais pareil, je reviendrai là-dessus plus tard de pourquoi est-ce que Gossip Girl a une quantité de problèmes. Je vais essayer de retrouver une vidéo qui revient sur Gossip Girl qui est super intéressante et très complète. Il y en a une qui est pourquoi est-ce que Gossip Girl ça fonctionnerait pas maintenant et une autre qui est juste revenir sur Gossip Girl et pourquoi c'est plein de problèmes. C'est une des séries de mon enfance mais je sais plus la regarder. Mais j'ai une grosse connaissance de Gossip Girl. Et pourquoi est-ce que Gossip Girl, sur cet aspect-là, il gère mieux le principe de la personne anonyme qui publie des gossips. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Du coup, dans tout ça, nous on suit majoritairement 2 familles qui sont les Bridgerton, qui représentent le vieil argent, donc les gens qui ont de l'argent depuis longtemps, qui ont certainement, des esclaves et des colonies. Franchement, c'est l'époque. Et qui ont de l'argent et qui... voilà, c'est des gens qui ont de l'argent depuis longtemps et des vieilles manières, etc. Et puis on a les Featherington qui habitent en face
et qui, de ce que j'ai compris, sont de la plus nouvelle argent dans le sens où voilà, c'est des nouveaux riches et du coup ils ont moins de bonnes manières, ils savent moins se comporter en société, etc. Et nous on se retrouve dans la saison, donc quand je vais dire saison c'est dans le contexte de l'histoire et pas la saison, genre la suite d'épisodes. Et la saison c'est le moment où toute l'aristocratie revient sur Londres pour essayer de matcher les gens et organiser des mariages, voilà. Euh, et donc nous on suit majoritairement Daphné qui va essayer de se marier, enfin de trouver un mari foncièrement. Et c'est tout en fait, on suit majoritairement Daphné et il se fait qu'il y a ses frères, ils sont 8, ils sont 7 ou 8 dans sa famille. Et on va les suivre et on va aussi suivre les aventures des Featherington. Après on suit majoritairement... Le truc c'est que chez les Featherington, au début de la série en fait, c'est un peu... Il y a Penelope qui est le quota de personnes plus size et qui est jugée pour ça tout le temps. Oh elle est mal... Genre, je l'ai pas mis dans mes notes ça, mais Penelope... Genre, tout le monde se moque d'elle, tout le monde lui donne des robes, sa mère lui donne des robes à femme, tout le monde en a rien à faire d'elle parce qu'elle est plus size. Non. Et du coup, dans cette famille, il y a une... Ah oui, j'ai oublié de dire un truc important dans les tweets, mais c'était écrit, mais j'ai oublié de le dire, c'est que c'est Gossip Girl en 1830 inclusif parce que quand on voit les affiches, il y a beaucoup de personnes noires. Et ça, c'est le premier problème. Dont je vais commencer à parler en parlant de Marina, qui est une personne liée à la famille Featherington par on ne sait pas quel lien, qui est très très belle aussi, et qui arrive, et qui est présentée, et en fait le truc c'est que les Featherington sont deg, enfin la mère Featherington surtout, parce que la noblesse est plus intéressée par Marina que par ses filles. En même temps, ses filles c'est genre les méchantes belles-sœurs dans Cendrillon quoi. Et Pénélope. Et du coup, le truc c'est que la majorité du cast principal qui a une histoire sont des personnes blanches. C'est quasiment tout le cast est blanc, le cast des personnages principaux. Donc je parle pas des figurants, vraiment les personnages principaux. Il y a juste donc l'intérêt amoureux de Daphné qui est Simon et qui est Duke, et Marina, qui sont les deux personnages qui ont vraiment une histoire et qui sont des personnes de couleur. Ce ne sont pas des personnages secondaires. Marina, son histoire, c'est que en fait, on va découvrir après quelques épisodes, donc quand elle arrive, il y a tout le monde qui est en mode ouais, elle est super belle, elle a plein de prétendants, il y a plein de gens qui viennent chez elle et les Featherington sont pas très contents. Mais on se dit ah yes, on va avoir du coup un double cast de personnages principaux avec deux histoires en parallèle qui seront Marina et Daphné. Daphné Bridgerton. Mais non, pas du tout. En fait, Marina, elle est enceinte. Elle est tombée enceinte d'un mec de là-bas qui maintenant est à la guerre. Il s'appelle George. Et du coup, elle est enfermée chez elle et c'est tout. Et il y a la dame Featherington qui dit qu'elle est... Qui dit que Marina est malade. Et puis voilà, c'est fini. Elle sort de l'histoire. Et son histoire sera résolue en fin de saison. Voilà. Yeah. Du coup, non, notre personnage principal, c'est vraiment juste Daphné. Et du coup, son intérêt amoureux qui est Simon. Et si vous voyez, j'aurais mis des photos, si j'ai bien fait mon travail, et on voit bien que Simon et Marina sont des personnes qui, oui, sont des personnes noires, mais métissées. Et c'est un des grands problèmes, c'est que quasiment toutes les personnes noires sont des personnes métissées, qui fait que, voilà, il y a quand même un... C'est pas... Enfin, on voit qu'il reste... Enfin, ça reste pas correct, quoi. J'ai pas de terme. Et il y a deux... Mais vous me direz, oui, mais il y a deux personnes qui ont la peau très foncée. Oui, c'est vrai, il y a deux personnages qui ont la peau très foncée. Il y a Lady Jumpuy, c'est Morgan Freeman, à 110%. C'est la vieille sage qui donne des conseils dont on sait rien d'elle, on sait qu'elle est veuve et qu'elle a élevé Simon, et c'est tout. Et c'est vraiment un personnage fonction dans l'histoire qui est là pour donner des conseils et être stylée, parce qu'elle est stylée, mais qui n'a pas son histoire à elle. Donc on a un personnage fonction qui joue le vieux sage avec une personne avec la peau assez foncée. Non. Et
On a aussi du coup le père de Simon qui est le pire personnage de l'histoire, genre le personnage qui est vraiment méchant dans l'histoire, qui est vraiment un énorme connard et joué par l'acteur avec la peau la plus foncée. Ouais, il y a un problème là. Hein. Clairement, ils disent qu'ils ont fait un casting qui s'appelle Colorblind, donc en français ça s'appellerait daltonien, mais pour le coup c'est vraiment aveugle à la couleur de peau des acteurs et qui est-ce qui convient le mieux au rôle. Et quand on voit comment est-ce que ça se truc, on voit bien que c'était clairement pas réellement colorblind. Et je pense que c'est Costuming & Co qui parle du fait que de toute manière le colorblind casting c'est pas un truc qui peut être fonctionnel sur le long terme parce que les inégalités raciales existent dans le vrai monde et que du coup il faut faire plutôt du casting où on est conscient de ces inégalités et caster en fonction quoi. On a ces problèmes là et aussi vous remarquerez que j'ai parlé tout du long de personnes noires parce qu'il y a une personne asiatique que je pense qui est la couturière et c'est tout qui est un personnage extrêmement secondaire. Donc on a un casting inclusif où il y a juste 2 parties du monde qui existent. Oui non, c'est toujours pas inclusif en fait. C'est pas parce que vous mettez un cast, enfin un des personnages principaux qui est René Jean que votre cast est inclusif pour autant en fait. Et en plus, moi je pensais que ce serait, enfin moi je pensais et beaucoup de gens pensaient que c'était juste un monde de fantaisie où il se fait que le racisme n'existe pas parce que clairement les personnes de couleur ne sont pas traitées différemment des personnes blanches. Mais non, le racisme a existé parce qu'on dit que le roi... Ah oui, il y a Charlotte aussi, il y a la reine qui est métissée. Les coiffures de Charlotte envoient du pâté tout le temps. Genre, elle n'a rien de correct historiquement, mais elle est trop cool. Mais du coup, le principe c'est que le roi est tombé amoureux d'une personne de couleur et du coup ça fait que le racisme a cessé d'exister. Ouais non, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Hein. S'ils avaient pas mis cette ligne là, c'est vraiment genre 2 lignes en plus. S'ils avaient pas mis ces 2 lignes de dialogue là, je pense que ce serait plus ok que de les mettre parce que mettre les 2 lignes ne font encore moins sens que juste un monde parallèle dans lequel le racisme n'existe pas. Est-ce que c'est tout ce que je voulais parler? Oui. On va passer au problème suivant, parce que naturellement, quand tu fais une série et que tu as un seul problème, ça va, mais plein de problèmes, non. Le problème suivant, c'est le queerbaiting. Donc, on a un personnage, un des Bridgerton, qui est, j'oublie tout le temps son nom, Bénédicte, qui est un artiste qui aime bien dessiner. Et du coup, à un moment, il devient pote avec un artiste, et l'artiste l'amène chez lui, et il se rend compte que chez l'artiste, les femmes, elles peuvent faire, elles peuvent peindre, et elles peuvent vivre leur vie, et puis il y a un peu des orgies en même temps, au sens premier du terme. Et du coup, on commence à soupçonner que Bénédicte, il est gay, et l'artiste, c'est très très sous-entendu que l'artiste est gay. Et en fait, oui, l'artiste est gay. Mais est-ce que j'ai spoilé des trucs jusqu'à maintenant? Non, j'ai commencé là. Donc jusqu'à maintenant, j'ai rien spoilé. Mais là, je vais commencer à spoiler des trucs. Voilà, là, ça peut être juste du contexte. Moi, j'ai été vraiment en connaissant rien. Mais voilà, si vous voulez vraiment aller voir la série, vraiment sans aucun spoiler, pas sans aucun spoiler, mais en connaissant juste les prémices, maintenant, je commence à spoiler. Oh, j'ai oublié de finir mon point sur Marina. Je vais vite finir mon point sur l'artiste et puis après je reparlerai de Marina. L'artiste, il est bien gay et de fait, c'est bien une société dans laquelle, vu que c'est un monde parallèle, on aurait pu se dire que peut-être que les personnes gays peuvent exister. Non, les personnes gays peuvent pas exister, faut pas déconner. Mais les personnes... En gros, l'artiste est bien gay, il a un mec dont il est amoureux, avec qui il vit à peu près, et il a aussi une épouse, et son épouse le couvre, et voilà. Son épouse le couvre, du coup il a aucun problème avec ça, et il vit sa vie tranquillou en étant gay.
waouh, ça c'est gérer vos... Ça c'est essayer de placer des problèmes et absolument pas les gérer et laisser tomber en mode, voilà, on vous a lancé qu'il y allait avoir un truc intéressant, et puis en fait, non, c'est juste que c'est déjà géré et que ça fonctionne tout seul. Non, je pense pas que ça fonctionnerait aussi bien dans la vraie vie. Non. Non, non, non. Donc je vais revenir vite fait sur Marina, parce qu'il faut que je finisse ce point-là. Marina, le principe c'est que elle est enceinte et qu'elle a son soldat et qu'elle est en mode je veux pas me marier parce que je suis sûre que mon soldat il va revenir de la guerre et puis il va me marier. Et en fait, son soldat il est mort. Et le truc c'est que du coup il y a le frère du soldat qui vient apprendre à Marina que George est mort. Et comme le frère du soldat a pas de l'éthique mais de l'honneur, et il accepte d'épouser Marina en mémoire de son frère et de s'occuper du bébé. Gestion du problème, wouh. Mais du coup, c'est censé être la pienne de Marina, c'est être mariée avec un homme qu'elle aime pas, juste pour pas perdre tout son statut social. Et voilà, c'est une happy end. Mais non, c'est pas une happy end. Le prochain problème, voilà, c'est là que je vais mettre mon timestamp, c'est je parle de violence sexuelle, trigger warning, si vous voulez quitter la vidéo ou aller au timestamp, je vais le mettre et on se reverra plus tard. Il y a donc Simon, et comme son père est une personne horrible, il lui dit sur son lit de mort que la dynastie, qu'en gros il n'aurait pas d'enfant, comme ça, la lignée du nom de son père s'éteindrait avec Simon. Et par la vie, il se fait que c'est soit Simon ou le frère de Daphné meurt, ou Daphné épouse, soit un des deux meurt, soit Daphné épouse Simon. Daphné, qui a déjà un énorme crush sur Simon, épouse Simon. Mais Simon lui dit « Oui, t'es pas sûr de vouloir m'épouser parce que tu veux absolument des enfants, et de fait, Daphné veut vraiment avoir des enfants, mais moi, je veux pas avoir d'enfants. » Donc il lui dit « Je ne peux pas avoir d'enfants. » Donc Daphné pense que c'est un problème médical. Mais nous, en tant que public, on sait que c'est pas un problème médical, c'est qu'il a décidé de pas avoir d'enfants. Du coup, ça fait quiproquo, machin, et comme Daphné a été élevée dans un monde où on ne dit jamais rien, elle n'a aucune idée de comment que ça marche pour faire des bébés, et la technique de Simon, il y a beaucoup de baise. Il y a une quantité de baise à un moment. Donc le principe c'est qu'il baise beaucoup, mais Simon se retire toujours au dernier moment de manière à pas que Daphné tombe pas enceinte. D'ailleurs, c'est un horrible moyen. C'est pas un moyen de contraception, se retirer. Soyez des gens corrects et utilisez des vrais moyens de contraception. Enfin, je sais pas que c'est pas à l'époque, mais quand même. Enfin, tout ça pour dire que Daphné va apprendre en fait comment est-ce qu'on fait vraiment des bébés, et du coup, il y a Simon qui arrive pour baiser comme d'habitude. Et il essaye de se retirer, et il y a Daphné qui passe au-dessus et qui le force à finir en elle. Donc, alors, avoir des enfants, c'est un choix, et ça doit être un choix consenti par les deux parties. Simon qui finit comment il veut, ça doit être un choix consenti par les deux parties. Et c'est tout. Juste, c'est un acte, c'est clairement de la violence, et c'est clairement non consenti du côté de Simon. Il le vit ultra mal, et imaginez si la scène était inversée. La scène serait d'autant plus mal passée si les genres des deux personnages étaient inversés. Non. Juste non. C'est vraiment une scène qui est très très problématique et que je trouve qu'il n'aurait jamais dû être là. Au final, Daphné ne tombe pas enceinte, heureusement, et heureusement que les scénaristes n'ont pas fait tomber enceinte, parce que sinon ça aurait été d'autant plus problématique. Mais parler quoi, merde, j'en sais rien. Non, cette scène est juste non.
scène, juste non. D'ailleurs, c'est un horrible moyen, c'est pas un moyen de contraception, se retirer. Soyez des gens corrects et utilisez des vrais moyens de contraception. Enfin, je sais pas que c'est pas à l'époque, mais quand même. Enfin, tout ça pour dire que Daphné va apprendre en fait comment est-ce qu'on fait vraiment des bébés, et du coup, il y a Simon qui arrive pour baiser comme d'habitude, et il essaye de se retirer, et il y a Daphné qui passe au-dessus et qui le force à finir en elle. Donc, alors, avoir des enfants, c'est un choix, et ça doit être un choix consenti par les deux parties. Simon qui finit comment il veut, ça doit être un choix consenti par les deux parties. Et c'est tout. Juste, c'est un acte, c'est clairement de la violence, et c'est clairement non consenti du côté de Simon. Il le vit ultra mal, et imaginez si la scène était inversée. Personne, enfin, genre, la scène serait d'autant plus mal passée si les genres des deux personnages étaient inversés. Non. Juste non. C'est vraiment une scène qui est très très problématique et que je trouve qu'il n'aurait jamais dû être là. Au final, Daphné ne tombe pas enceinte, heureusement. Et heureusement que les scénaristes l'ont pas fait tomber enceinte, hein, parce que sinon ça aurait été d'autant plus problématique. Mais parler quoi, merde, j'en sais rien. Et ça m'a fait penser à un film, je vais retrouver l'affiche et le nom du film, avec je pense Jessica Alba ou Jennifer Lopez ou les deux, où le principe c'est que y a un... c'est une femme qui veut pas d'avoir d'enfant, et puis il y a son mari qui change ses pilules par du placebo, elle tombe enceinte, et la fin du film c'est littéralement elle est heureuse d'avoir des gamins, enfin d'avoir un gamin, et elle est toujours avec son mari, alors que non, si ton mari te force à tomber enceinte en changeant ta pilule, tu le quittes au moins, et tu l'attaques en justice. Là j'ai fini de parler de tous les trucs qui étaient vraiment importants et d'où je voulais vraiment parler. Maintenant je vais parler de trucs plus légers et juste plus légers et plus sympathiques à écouter, qui font que j'ai quand même des problèmes avec la série, qui sont, si la série avait juste tous ces problèmes là, j'aurais certainement regardé la saison 2 avec au coin de ma tête, oui voilà, je sais qu'il y a des problèmes, mais là avec ces problèmes là d'autant plus, et je suis en mode je ne sais pas, parce que ça c'est des problèmes vraiment de scénario et de réal et tout ça, donc ça c'est plus compliqué à résoudre. Du coup, on a d'abord l'arc de Simon. J'ai un problème avec le rythme de cette série, en général. La série va soit on fait une série, un machin d'époque à la Paranormal Activity, oui je sais la métaphore est compliquée, mais elle va faire sens, où il se passe quasiment rien, mais du coup dès qu'il se passe un tout petit truc, et c'est genre extraordinaire. Vous voyez, la métaphore fait sens. Mais soit on fait un truc à la Gossip Girl où à chaque épisode, à la fin de chaque épisode, la situation est retournée sur sa tête. Mais on peut pas faire un truc un peu au milieu des deux où il se passe pas grand chose, mais la situation avance quand même énormément. Genre Simon et Daphné qui... genre il y a une scène où Simon et Daphné a enlevé son gant et leurs mains se touchent, ça devrait être le truc le plus extraordinaire du monde, et pourtant c'est ok. Et 2 scènes après, ils s'embrassent et puis ils sont barrés, genre, enfin 2 épisodes après, c'est genre, le rythme est trop rapide par rapport à ce qu'il nous donne comme chose qui se passe, mais le rythme est trop lent par rapport à ce qu'il nous donne, mais trop rapide pour que si c'était juste ce qu'il nous donnait, il faudrait que le rythme soit beaucoup beaucoup plus lent et que les choses se développent sur beaucoup beaucoup plus d'épisodes en fait. Qu'on les voit plus interagir, mais là non. Je vais mettre une fine couche anti-cerne sur tout mon visage pour essayer de contrer le white cast de ma magnifique crème solaire. Et point de vue gestion du rythme, on a majoritairement l'arc de Simon. Le principe c'est que Simon, déjà, les personnages sont assez des monolithes, peu de personnages avancent dans cette série,
Et Simon est un des rares personnages qui change énormément sur le courant de la série. Donc comme j'ai dit au début, il dit sur le lit de... Enfin pas au début, mais pré-série, il a dit sur le lit de mort de son père qu'il voulait pas avoir d'enfant. Et au final, à la fin de la série, il a un gamin et il est heureux et il a Daphné. Waouh! C'est trop rapide pour un retournement. Genre, les valeurs de ce personnage font un 180 degrés. J'ai encore oublié de noter un truc dans le colorism. Je vais finir vite sur Simon. Bah, je crois que j'ai fini. C'est les valeurs du personnage font un 180 degrés et pour une série de genre une saison de 8 épisodes, bah ça va beaucoup trop vite. Et pour que le personnage avance aussi vite, ou alors il se passe pas assez de trucs pour que le personnage puisse prendre ses décisions. La dernière chose que je voulais parler dans le colorism, je suis désolée que cette vidéo parte dans tous les sens. J'ai pris des notes à l'arrache sur les mémoires dont les notes que j'avais prises avant. Ça m'apprendra à pas enregistrer mes fichiers. Il y a un autre personnage qui a la peau assez foncée. C'est le pote de Simon qui est boxeur, qui est déjà, il est d'une classe socio-économique très inférieure à la majorité de nos personnages. Donc déjà là, il y a un... Voilà, on dit, voilà, Simon, il a la peau beaucoup plus claire, il est d'une classe très haute, et le boxeur a la peau beaucoup plus foncée, il est d'une classe beaucoup plus basse. Et le boxeur, littéralement, vit de la violence. Qui a un cliché, enfin pas un cliché, comment est-ce qu'on dit je ne sais plus comment on dit, mais un cliché, je vais utiliser le mot cliché, mais c'est pas exactement ce que je veux dire. Un truc qui est associé avec les personnes noires, surtout, enfin d'autant plus aux États-Unis. Et alors que, par exemple, tous les autres personnages vivent de trucs plus mieux. Et le boxeur va même aller jusqu'à accepter un deal où il fait semblant, enfin où il perd un match exprès pour avoir de l'argent. Donc voilà, ce personnage qui a une quantité de clichés mis sur lui, c'est aussi un énorme problème. Et voilà, le fait que ce soit juste l'ami de Simon, genre juste c'est son pote, et c'est pas un mec de la noblesse, c'est juste un mec genre qui connaît comme ça. Problématique. Donc, revenons à des trucs légers et recommençons à parler du rythme. Il y a du coup il y a ça, donc il y avait l'arc de Simon qui m'embêtait. Il y a voilà le fait que c'est donc Lady Whistledown, et on va revenir par rapport à Gossip Girl. Le truc qui est de Gossip Girl, c'est que Gossip Girl, le site et les informations qui y sont mises ont un impact énorme et permanent sur la vie de nos personnages. C'est un peu une épée de Damoclès qui tient au-dessus de leur tête. Dès qu'ils font un truc pas bien, ça pourrait arriver jusqu'à Gossip Girl. Et clairement, c'est extrêmement important. C'en est au point où quand les personnages, je crois que c'est à la fin de la saison 2 ou de la saison 3, commencent à chercher qui est Gossip Girl, et ben on veut savoir parce qu'on a la même rage que eux ils ont par rapport à ce personnage de faire du mal à nos personnages. En gros, il y a Marina qui veut épouser Colin Bridgerton, et le principe c'est que elle veut faire passer le bébé pour le sien, genre voilà, c'est un bébé précoce de nuit de noces, foncièrement, parce qu'elle s'entend bien avec Colin. Colin c'est un type bien, et en fait, il y a Lady Whistledown pas Lady Whistledown, si Lady Whistledown qui apprend juste à ce moment-là, qui annonce qu'elle est enceinte, du coup le mariage est annulé avec Colin, et c'est pour ça qu'elle est obligée d'épouser l'autre, le frère de George. Et ça, c'est littéralement la seule fois où Lady Whistledown a un impact. Genre, elle a aucun impact sur la narration, c'est plus que nous, téléspectateurs, elle nous apprend ce qui se passe, plutôt que d'avoir un impact sur la narration. Il y a la reine qui, du coup, est pas contente que Lady Whistledown sache des choses qu'elle sache pas, mais ça, c'est logique. Et du coup, elle va demander à Héloïse, qui est le seul personnage qui
qui fait un truc qui n'est pas basé sur la romance d'une manière ou d'une autre. Genre, Héloïse, elle cherche qui est Lady Whistledown. Et voilà, c'est ce qu'elle fait pendant la majorité de la série. Héloïse, c'est la strong independent woman qui veut lire, qui lit et qui veut aller à l'université et qui en a rien à faire des mecs. Et là aussi, il y a du queerbaiting sur le fait qu'elle pourrait finir avec... qui pourrait avoir quelque chose avec sa meilleure amie qui est Penelope. Mais du coup, Lady Whistledown n'a pas beaucoup d'impact sur l'histoire. Et du coup, nous, on n'arrive pas à la... C'est plus un genre de petit... C'est plus le narrateur du début de Gossip Girl qui réexplique ce qui s'est passé, ou dans Jane the Virgin, on a le narrateur qui vient nous raconter ce qui s'est passé, plutôt que d'avoir quelqu'un qui a un impact sur l'histoire. Si ça fait sens. Et du coup, Lady Whistledown, on n'a pas grand chose à carrer en fait, pendant toute la série. Et il se fait qu'à la fin, on découvre qui c'est dans le dernier épisode. Et alors déjà, moi, je tiens à dire que j'avais trouvé qui c'était. Bim. Les indices sont raisonnablement visibles, mais j'ai entendu pas mal de gens qui étaient étonnés, donc... Il y a des indices visibles, mais c'est pas non plus ultra méga poussé. Et justement, le fait qu'on annonce qui c'est à la fin de la saison, c'est oui, très bien, mais je m'en fous. Enfin, elle a eu aucun impact sur la série. Donc maintenant que je sais qui c'est, j'ai d'autant plus Osef de qu'est-ce qu'elle fait. Parce que, voilà, juste Osef. Ah, j'ai plein de paillettes sur le visage. Du coup, on est un peu Osef. Et c'est un peu le problème. Et finalement, gestion du rythme, mais ça je m'en suis plaint tout du long. Il n'y a que de la romance dans cette série. Et genre, je vais finir là-dessus, c'est être dans ma superbe comparaison avec Gossip Girl. C'est que dans Gossip Girl, il se passait d'autres choses. Il y avait des problèmes autres que juste il y a machin qui a couché avec truc. Il y avait, je sais pas, des trucs dans les premières saisons, c'est par exemple tout le drama sur réussir à arriver dans l'université, tout le drama de qui est-ce qui a été en rehab, donc en désintox. Tout ça, c'est pas juste genre pour faire genre, non, c'est vraiment... c'est des trucs importants. Est-ce que Gossip Girl les a bien gérés? Pas le moins du monde, mais c'était là. Je pense que je vais arrêter là. Je vais vite finir de mettre du mascara, du rouge à lèvres, tout ça, et y finir, mais je pense que j'ai parlé de toutes les choses dont je voulais parler. J'arrive. Me voilà avec le look terminé, et cette tête. Je vais remettre mes lunettes parce que... Non, je vais pas remettre mes lunettes parce que comme ça je pourrais différencier les deux vidéos. Mais du coup, j'étais en train de regarder, en train de finir Julia Cooney, qui a fait une super vidéo. J'ai regardé 8 minutes de la vidéo qui en fait 54. Mais du coup, elle fait une vidéo sur les livres. Et j'avais oublié de dire un truc, c'est que dans le rythme, c'est que on n'en a rien à faire. Enfin, la majorité de l'histoire est concentrée sur Daphné et Simon. Et tous les autres personnages sont là, mais on ne plonge jamais réellement dans leurs problèmes. Et genre, ils ont l'air tellement intéressants que, voilà, j'en ai parlé un peu dans le queerbaiting et un peu dans le colorism, mais voilà, ils ont plein de problèmes et on reste vraiment très très en surface. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est parce que dans les livres, chaque livre se concentre sur un des enfants Bridgerton, et c'est pour ça que c'est si concentré sur Daphné, et qu'après on parlerait d'autres enfants. Je vais voir ce que ça va donner, je leur donne le bénéfice du doute pour ce point-là, mais du coup je vais rajouter cette vidéo dans la description, et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des trucs, mais au moins que vous aurez été divertis. Et j'ai oublié de mettre un quoi interne, je vais le faire après pour aller filmer ma seconde vidéo, et passez une belle journée, des bisous.